Suite du dysfonctionnement du système immunitaire ou dérèglement du système immunitaire, on va s'intéresser au syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. Donc le dysfonctionnement du système immunitaire ou les déficiences du système immunitaire, le SIDA. On va voir les symptômes du SIDA, mode d'action du VIH ou virus du SIDA, les étapes de l'évolution du VIH, les modes de contamination au VIH, les modes de prévention contre le SIDA. Comme introduction, on va d'abord voir ce que ça veut dire la déficience du système immunitaire est dit déficient lorsque celui-ci est incapable de défendre l'organisme. Déficience quand il est incapable de défendre l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. Cette déficience peut être innée ou acquise. Donc on a deux types de déficience. La déficience immunitaire innée ou naturelle, il apparaît chez certains enfants qui naissent avec un système immunitaire déficient ou incapable de défendre leur organisme. La déficience immunitaire acquise, elle peut survenir suite à une chimiothérapie contre les cancers par exemple ou par des agents extérieurs comme les virus, cas du SIDA qui va nous intéresser dans cette partie. Donc les symptômes du SIDA, on a la déficience immunitaire acquise, le SIDA ou syndrome d'immunodéficience acquise est une infection virale provoquée par un virus dont l'agent pathogène est le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine, donc découvert par le professeur Montagnier en France. Les symptômes du SIDA, donc on va voir deux types de symptômes. Les symptômes durant la phase appelée primo-infection ou la première contamination avec le virus du SIDA, les symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Donc ils peuvent passer inaperçus puisqu'ils ressemblent à ceux de la grippe comme la fièvre, des maux de tête, des maux de gorge, rougeur sur la peau, fatigue, douleurs musculaires et articulaires. Donc ils peuvent passer inaperçus ou ne pas apparaître. Le deuxième type de symptômes qui apparaissent lors de la phase du SIDA déclaré sont par exemple le gonflement des ganglions, certains cancers de la peau comme le sarcome de Kaposi ou de la langue, la tuberculose, des diarrhées chroniques ou une grande diminution du poids. Donc les symptômes de la phase du SIDA déclaré: fièvre, sueur nocturne, perte de poids importante, gonflement des ganglions, diarrhée persistante, infection de la peau, toux sèche persistante, essoufflement, avec des maladies appelées opportunistes à cause de l'affaiblissement du système immunitaire. Donc des maladies qui sont très rares apparaissent chez les personnes atteintes du VIH. Donc diverses maladies peuvent survenir, particulièrement de type maladie infectieuse ou des cancers. Cette phase survient en moyenne 10 ans après la primo-infection. On a dit comme le sarcome de Kaposi, la tuberculose, la pneumonie. Donc on va passer aux étapes d'évolution du VIH. Le document, vous l'avez sur le cahier des documents. On va voir la multiplication du VIH. Donc le VIH s'attaque au lymphocyte T4. Donc il pénètre dans T4, puis il se multiplie et il quitte les lymphocytes par bourgeonnement pour s'attaquer à d'autres cellules. Donc réaliser un schéma toujours au niveau du document qui représente les étapes du VIH ou de multiplication du VIH. Donc contamination par le VIH pénètre dans LT4, il se multiplie à l'intérieur de la cellule, ensuite il quitte la cellule par bourgeonnement. Les virus qui résultent de la multiplication, chacun va s'attaquer à une autre cellule ou lymphocyte T4. Donc, le deuxième document, il représente le graphique qui montre la concentration de lymphocyte T4 et
la multiplication ou le nombre de VIH en fonction du temps en année. Donc ici, on a trois étapes principales. L'étape de la primo-infection, première contamination, lors du premier jour de la contamination. Ensuite, on a une phase qui peut durer plusieurs années, jusqu'à 15 ans, 10 à 15 ans. Ensuite, la dernière étape de 2 à 5 ans. Donc ici, on a une diminution importante des lymphocytes T4. En même temps, on a une augmentation des VIH parce que les VIH se multiplient à l'intérieur des LT4 et ils les détruisent. Donc ensuite, on a diminution du nombre de VIH et augmentation des LT4. L'organisme commence à réagir contre le VIH. Ensuite, on a une diminution progressive des LT4 et le VIH reste à peu près, le nombre de VIH reste à peu près constant. Lors de la dernière étape, on a une multiplication rapide et très accélérée des VIH et une diminution très importante des LT4, des lymphocytes T4. Donc, principalement, on a trois étapes. La première étape, on peut la subdiviser en deux. Ensuite, la deuxième étape et la troisième étape. La primo-infection, la phase de latence. Ensuite, la phase du sida déclaré, où apparaissent les maladies opportunistes. Donc, en réponse aux questions du document, expliquer comment évolue la concentration des LT4 pendant les quatre étapes. Donc, pourquoi quatre étapes? Parce que la première, on la subdivise en deux. Donc, forte diminution des LT4 car le virus il se réplique dans ces lymphocytes T4. Puis, augmentation des lymphocytes car l'organisme commence à réagir contre les virus. Le nombre de lymphocytes T4 chute progressivement et le système immunitaire s'affaiblit, la phase de latence. Donc, diminution encore plus rapide des LT4 et jusqu'à destruction totale de ces lymphocytes 4, de ces lymphocytes T4. Pourquoi? Parce que le virus sort de la période de latence et se multiplie rapidement. Donc les étapes sous forme de schéma bilan, donc les étapes d'évolution du sida, on a la première infiltration, contamination, il se multiplie à l'intérieur des lymphocytes T4. La personne elle est porteuse du VIH mais sans symptômes. Les symptômes n'apparaissent pas, mais l'organisme peut contaminer d'autres personnes. Donc après 10 à 12 ans, le virus commence à se proliférer de façon accélérée. Ensuite, on a chute du système immunitaire ou disparition de l'immunité acquise. Donc apparition des maladies opportunistes puis la mort de la personne atteinte. On peut aussi avoir directement, après l'infection, on peut chez certaines personnes passer direct à la phase où la multiplication est accélérée. Donc on a dit que les LT4 sont considérés comme les chefs d'orchestre de l'immunité acquise, puisque les LT4 ils libèrent des substances qui stimulent et activent les lymphocytes LT8 ou LB selon le type de l'agent pathogène qui pénètre. S'il vit à l'intérieur des cellules, on a les lymphocytes T8 qui sont activés. S'il est à l'extérieur des cellules, donc les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes qui vont libérer des anticorps qui vont neutraliser l'agent pathogène, qu'il soit bactérie par exemple. Ici, si on a un agent qui vit à l'intérieur des cellules, on a activation des lymphocytes T8 qui vont se différencier en LT mémoire et LT cytotoxique ou les lymphocytes T tueurs. Donc ils vont détruire, ces lymphocytes T tueurs vont détruire les cellules infectées par le virus. Pourquoi le VIH est dangereux pour l'organisme? Parce qu'en se multipliant à l'intérieur des LT4, il va détruire l'immunité acquise complètement. Donc on n'aura pas d'activation ni de stimulation des lymphocytes B et des lymphocytes LT8. Donc le VIH, en se multipliant, en se proliférant à l'intérieur de la cellule, il la détruit. Les virus produits vont attaquer d'autres cellules ou d'autres lymphocytes LT4. Donc on n'a pas de stimulation ni activation des LB et LT8, pas de réaction immunitaire acquise ni humorale ni cellulaire.
et apparition des maladies opportunistes qui vont finir par la mort de la personne atteinte. Donc le mode d'action du VIH, VIH pénètre dans T4, se multiplie, puisque T4 est comme le chef d'orchestre du système immunitaire. Donc à l'intérieur de la cellule hôte, il se multiplie et quitte la cellule par bourgeonnement. Les LT4 dont le nombre se réduit ou diminue ne peuvent plus assurer leur fonction. Pour l'organisme malade, la porte est ouverte à toutes les infections des maladies opportunistes, comme on a dit, la tuberculose, pneumonie, sarcome de Kaposi, candidose, toxoplasmose. Donc le virus peut aussi rester à l'état latent dans les lymphocytes. Dans ce cas, le sujet ne montre aucun symptôme de la maladie. Il est séropositif, ça veut dire que l'organisme produit des anticorps. Son sérum contient des anticorps contre le VIH, mais pas de symptômes. Donc, les étapes de l'évolution du VIH. Le VIH attaque le système immunitaire, l'affaiblit à long terme, de sorte qu'il n'est plus capable de remplir son rôle. Donc l'infection par le VIH passe par 3 étapes principales. On a ici la première étape, on peut la subdiviser en 2. Donc c'est la phase de la primo-infection, la phase de contamination. Donc phase de latence qui peut durer jusqu'à 12 ans. Ensuite, la dernière phase du sida déclaré de 2 à 5 ans. Donc ici, on peut représenter le graphique de différentes manières, mais on a toujours les 3 étapes essentielles. Ici, on remarque pourquoi au début on a diminution des lymphocytes T, puis augmentation parce que le corps commence à réagir. On a les lymphocytes T8 qui leur nombre augmente. Aussi, on a la production d'anticorps. Donc, les stades, stade de la première primo-infection, contamination, destruction des LT4, puis les symptômes qui sont comme ceux de la grippe vont apparaître puis disparaître pendant les 2 premiers mois. Donc, ces symptômes disparaissent de même sans traitement. Donc, la phase 2, le virus peut vivre dans l'organisme pendant des années sans provoquer de symptômes. La personne peut avoir l'impression de ne pas être malade, mais il peut contaminer les autres. La maladie est alors dans sa phase silencieuse. Le virus est dit dormant. Le système immunitaire s'affaiblit davantage. Donc la stade 3, c'est la phase du sida déclaré. La dernière phase, diminution importante des lymphocytes T4. Le système immunitaire affaibli. Il ne peut lutter contre des infections courantes, apparition de maladies opportunistes. Donc ces maladies finissent par tuer la personne atteinte. Donc on remarque les tests de séropositivité, ça veut dire on teste le nombre d'anticorps. Est-ce qu'il y a des anticorps au niveau du sérum ou non? Consiste à mettre en évidence la présence d'anticorps anti-VIH dans le sérum de la personne. Donc les modes de contamination au VIH, on a la transmission par voie sexuelle, les rapports sexuels non protégés avec une personne atteinte, transmission par contact direct avec le sang, par exemple lors des transfusions sanguines d'un malade en utilisant des objets tranchants souillés par le sang d'un malade. Sur ces objets, on trouve des virus VIH. Donc la transmission pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement par les femmes enceintes. Donc le virus passe à travers le placenta vers le fœtus ou pendant l'allaitement. Donc quand est-ce qu'on n'a pas de contamination ou de transmission par le VIH? Par exemple par les larmes, la sueur, la salive, la toux, les éternuements, les poignées de main, les baisers et les piqûres d'insectes. On n'a pas de transmission. Donc les modes de prévention contre le sida, il faut se protéger. Pour se protéger du sida, il faut s'abstenir des rapports sexuels non protégés, être fidèle à un seul partenaire, utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels douteux, se faire dépister par les tests ELISA qui détectent les anticorps présents dans le sang.
pour savoir si la personne est atteinte ou non. Puis faire des examens prénuptiaux, utiliser le matériel à usage unique, comme les seringues, les rasoirs,